L'actualité également ce dimanche, je vous le disais en titre, c'est aussi la situation au Moyen-Orient avec une question. Faut-il y voir des menaces sérieuses ou une preuve d'impuissance? Confronté à la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par le régime iranien, Donald Trump semble perdre patience. Le président américain a donné 48 heures aux dirigeants iraniens pour ouvrir le détroit, faute de quoi il promet de détruire les centrales électriques iraniennes. Réponse de la République islamique: si vous le faites, nous ciblerons les infrastructures énergétiques et de dessalement de l'eau dans la région. Léo Péchard. Quelques 3000 navires avec à leur bord 20 000 marins, toujours bloqués dans le détroit d'Ormuz. Une situation de plus en plus critique alors que certains d'entre eux sont bientôt à court de ravitaillement. À cela s'ajoute un cours du baril de pétrole toujours très volatile. Pour Donald Trump, c'est trop. Il a lancé un ultimatum à l'Iran qui verrouille le détroit. Si l'Iran n'ouvre pas complètement, sans aucune menace, le détroit d'Ormuz dans les 48 heures suivant ce message, les États-Unis d'Amérique frapperont et détruiront leurs différentes centrales électriques, en commençant par la plus importante. L'Iran a immédiatement répliqué. Si Washington met sa menace à exécution, l'armée iranienne visera des infrastructures clés dans la région liées à l'énergie ou encore aux technologies. Malgré les tensions, certains navires ont réussi à franchir le passage depuis le 1er mars. La plupart sont iraniens, mais ces derniers jours, des bateaux grecs, chinois ou encore indiens ont pu faire également la traversée. Le représentant de l'Iran auprès de l'Organisation maritime internationale a déclaré possible la navigation pour tous les bateaux, sauf ennemis, sans apporter plus de précision. Cette coopération serait une première avec une organisation internationale depuis le début de la guerre. La diplomatie demeure la priorité de l'Iran. Cependant, une cessation complète des hostilités ainsi que la confiance mutuelle sont primordiales. Samedi, une vingtaine de pays, principalement européens dont la France, se sont dit prêts à aider à sécuriser le détroit d'Ormuz, sans pour autant s'engager sur l'envoi de forces armées. Et on va continuer à évoquer ce détroit d'Ormuz et le commerce international qui y transite avec notre invité. C'est vous, Cambyse Zareh, bonjour. Bonjour. Merci à pour vous. l'invitation. Mais je vous en prie, merci à vous de prendre quelques minutes pour nous répondre ce midi dans Paris Direct. Vous êtes professeur de commerce international et de géostratégie à la Kedge Business School. Première question avec vous, cet ultimatum de Donald Trump, qui, je le rappelle, donne 48 heures au régime iranien pour ouvrir le détroit, ça prouve que le blocus iranien marche, en tout cas pour le régime, et qu'il a des conséquences? Bon, regardez, moi j'aimerais, comme vous avez mentionné dans votre reportage, et avec quelques chiffres assez rapidement. En fait, depuis le début du mois de mars, un peu moins de 100 navires ont franchi le détroit d'Ormuz, malgré les attaques périodiques menées par les forces iraniennes. Et nombre de bateaux concernés avant le conflit, si on le considère, on a eu environ 130 navires qui passaient chaque jour par le détroit. Et depuis, le trafic quotidien a chuté d'environ 95%. Les chiffres de Kepler aussi confirment que cette forte contraction, c'était le cas sur à peine 5 à 6 navires par jour en moyenne. Ce qui concerne après voilà, les communications et les annoncements, et le point central que je voudrais partager avec vous, c'est qu'on n'est pas uniquement dans une logique militaire. On est aussi dans une logique de pression psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une zone aussi sensible, le simple fait d'annoncer un durcissement ou de menacer les infrastructures énergétiques suffit à produire des effets immédiats. Comme vous avez mentionné dans votre reportage, à dire que certaines infrastructures énergétiques pourraient être visées et que seuls les navires n'appartenant pas aux ennemis de l'Iran pourraient passer à condition de coordonner avec Téhéran, cela reste extrêmement assez flou. Qui sont les pays amis? Qui sont les pays hostiles? En fait, à ce stade, personne ne le sait précisément. Et ce flou dit aussi quelque chose de plus profond. Il traduit en fait l'affaiblissement du pouvoir de décision à Téhéran, ce qu'on appelle command and control. Une partie des importants des dirigeants du régime a été frappée et cela semble peser aussi sur la capacité de pouvoir en fait de produire une ligne claire et stable.
Oui, on l'a vu, hein, l'Iran qui se dit, alors vous l'avez dit, hein, ce n'est pas très clair ce que dit la République islamique dans son communiqué, quel type de bateau peut passer, mais qui se dit prêt d'une certaine manière à coopérer avec, en tout cas, l'Organisation maritime internationale. Ce blocus, de manière plus générale, alors on évoque souvent le pétrole et le gaz, c'est bien normal, mais il y a aussi des répercussions sur tout le commerce mondial aussi, hein. Regardez, en fait, si on prend juste le cas des assureurs, ok? Ce qui concerne les assureurs, on a assisté à une explosion en fait des primes d'assurance de guerre pour les navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Dans certains cas, en fait, la hausse a dépassé même 1000%. Si on voit cette chiffre avant la crise, cette prime, en fait, est représentée seulement autour de 0,25% de la valeur du navire. En sachant qu'un navire, pour un pétrolier aujourd'hui, il coûte environ 250 millions de dollars. Aujourd'hui, en fait, cette prime passe de 600 000 dollars à 7,5 millions de dollars. Vous imaginez, voilà, en fait, ça il va sans doute avoir une répercussion sur le transport, sur l'industrie, et s'il continue, ça sera sur l'économie mondiale. Oui, justement, c'est la dernière question que j'allais vous poser. Ça pourrait provoquer à plus ou moins moyen ou long terme une crise économique mondiale majeure. Sans doute, si les majeurs pays européens et avec les pays du Golfe Persique aussi, voilà. Si on n'est pas si on ne peut pas en fait garantir certaines stabilités dans la région, ce qui se passe concernant le transport de pétrole et de gaz, éventuellement, s'il va durer, bien évidemment, les répercussions, ils vont aussi ressentir sur l'économie mondiale.